Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Flash, la chaîne de l'actualité crypto. Aujourd'hui, nous allons parler de la baisse des crypto-monnaies, de l'élection américaine. Je vais aussi vous parler d'un géant de la finance qui se lance sur Ethereum. On va parler aussi de Eigenlayer et de plein d'autres sujets. Une polémique autour des exchanges centralisés tels que Binance et Coinbase. Et un même coin, encore une fois en lien avec Elon Musk. C'est pas le Dogecoin, je vous dis tout dans un instant. Alors, on va commencer avec le cours des crypto-monnaies. Baisse globale aujourd'hui, BTC 67 000 $, moins 2,9%, Ethereum moins 2,4%. Bref, tout le marché est en baisse, vous pouvez le constater, quasiment tout le marché. XRP se maintient, plus 0,3, Dogecoin plus 4,5, mais globalement on a une baisse générale. Alors qu'est-ce qui se passe? On a eu ces dernières heures une baisse de la probabilité que Trump gagne l'élection aux États-Unis. On est passé d'il y a quelques temps sur Polymarket à plus de 66%. On est passé à quasiment 55. Finalement, là, on est remonté un peu à 56, 57. Mais voilà, on a eu cette baisse. Vous pouvez le voir, elle est notable. Je ne saurais pas l'expliquer. Les avis sont partagés sur le sujet. De toute façon, c'est un marché. Donc, les gens peuvent venir acheter et vendre des tokens qui représentent la part de chance que ça va arriver ou non. Bref, en tout cas, Trump, toujours plus de chances qu'il gagne, mais ça s'est un peu resserré avec Kamala. On est à 42%, voilà, pour Kamala, 57,9% pour Donald Trump, et le marché préférerait grandement que ça soit Donald Trump qui soit président. Mais bon, je vous tiendrai au courant du coup dans la fin. Tout le monde, enfin, vous allez être au courant, vous allumez la news, on parlera que de ça. La question c'est juste, est-ce qu'il y aura un écart large ou pas assez pour laisser du flou encore un mois avant qu'ils aient le temps de tout compter? C'est vraiment ça le sujet, quoi. Moi, j'attends de voir du coup. Je vais dormir, mais je me réveillerai assez tôt, je pense, pour voir les résultats. Ensuite, une bonne nouvelle pour l'Ether. On a l'État du Michigan et le fonds qui gère les retraites des employés du coup au sein de cet État, qui vient d'investir, enfin plutôt il a rendu public un investissement de 10 millions de dollars dans l'ETF Ethereum, pas celui de BlackRock, celui de Grayscale, mais c'est notable parce qu'ils ont investi aussi sur l'ETF Bitcoin, mais moins, 7 millions de dollars pour le BTC et 10 ou 11 millions pour l'Ether. Donc c'est plutôt pas mal, ça montre la confiance de ce fonds dans l'Ether. Après 10 millions, ça représente pas grand chose par rapport à tout l'argent qu'il gère, c'est en milliards de dollars, mais c'est tout de même notable, et je pense que c'est une tendance qu'on va voir de plus en plus avec les institutionnels qui arrivent de plus en plus sur ce type de produit. Il y a déjà le Bitcoin qui en achètent depuis de nombreuses années maintenant, et maintenant je pense qu'on va passer à l'Ether. En tout cas, c'est ma théorie, même si on sait que l'ETF Ether a clairement moins bien performé, même relativement à sa market cap, à l'ETF Bitcoin. Moi je pense que c'est aussi dû au fait que quand on a du Bitcoin et qu'on veut le stocker sur plusieurs années, l'ETF est une solution, on va dire, peu coûteuse. On va payer peut-être 0,15%, 0,2% de frais. Alors que si on veut garder de l'Ether sur du long terme et qu'on le met sur un ETF, eh ben on passe à côté de tout le rendement qu'on aurait pu avoir en le stakant, par exemple, juste à 3% sur un staking classique Ethereum. Donc je pense que les fonds, ils se lanceront davantage quand on aura les ETF Ether stakés, mais on n'en est pas encore là. On va parler maintenant de géant de la finance. On parle de UBS qui vient de lancer son fonds tokenisé sur le réseau Ethereum. C'est un money market, donc ça va être un fonds qui va donner des intérêts de l'ordre des intérêts du bon du trésor américain. Donc c'est clairement quelque chose qui a déjà été fait par BlackRock, ils l'ont lancé sur Ethereum, et pareil maintenant, on a UBS qui se lance aussi sur Ethereum. C'est vraiment très intéressant de voir tous ces institutionnels qui se lancent sur Ethereum et sur une blockchain publique. Ils ne parlent plus de blockchain privée, on ne parle plus de sous-réseau privé, etc. Je trouve ça très très bien. Ils adoptent la blockchain publique pour la transparence, pour l'efficacité, pour les frais qui sont négligeables pour des gros projets de ce type qui sont gérés par des institutionnels. Payer 5, 10 $, 20 $, 50 $ de frais, c'est négligeable pour eux et ça leur apporte beaucoup. Et du coup, c'est vraiment intéressant de voir une très grosse société comme UBS se lancer. On peut voir d'ailleurs sur rwa.xyz, qui est un dashboard pour les actifs du monde réel et RWA sur les divers blockchains. C'est en croissance, il n'y a pas de doute que ça a vraiment énormément augmenté.
même si là ça prend pas en compte les stablecoins qui pour moi sont des RWA, c'est des dollars qui sont mis sur la blockchain. Mais regardez, ce qu'on constate, c'est que on a l'écrasante majorité des tokens RWA, enfin plutôt de la valeur réelle de ces RWA qui est sur le réseau Ethereum, 3 milliards de dollars. Ensuite on a Stellar, il y a aussi un fonds tokenisé sur Stellar, 400 millions de dollars, Solana 134 millions de dollars, Polygon 91 millions, et vous voyez les autres c'est vraiment plus petit. Donc voilà, c'est encore une bonne chose pour Ethereum, mais bon là je suis en train de chercher des bonnes nouvelles sur Ethereum parce qu'il n'y en a pas beaucoup en ce moment. Et une autre bonne nouvelle, c'est que en fait il y avait des développeurs, de chercheurs plutôt de la fondation Ethereum qui étaient très impliqués sur les choses dans la recherche du réseau Ethereum et faire des choses vraiment très très importantes. Justin Drake et Drankrad Priest. Dankrad d'ailleurs, je pense qu'ils se sont trompés, non bref, ouais c'est ça, c'est Dankrad plutôt. Et ben, ces deux chercheurs avaient accepté d'être conseillés pour Eigenlayer. Ils avaient reçu une quantité de tokens Eigen pour faire ça. Et là, ils ont dit c'est bon, on se retire, on arrête d'être conseillé d'Eigen, ça a causé trop de polémiques. On veut pas qu'il y ait ce conflit d'intérêts et que ça nuise au réseau Ethereum. Du coup, on renonce complètement à tout ça. Et j'ai vu les tweets, ils ont dit on n'a pas touché de token. Ils se sont retirés avant qu'il y ait le cliff, donc avant qu'ils puissent toucher les premiers tokens. Donc a priori, c'est pas une histoire ils ont attendu le TGE, enfin l'arrivée du token Eigen pour le vendre et ensuite partir. Ça n'a pas l'air d'être ça qui s'est passé, c'est juste ils se sont dit bah c'était la bonne chose à faire, ils sont sûrement passés à côté de plusieurs millions de dollars et tant mieux s'ils peuvent se concentrer sur le réseau Ethereum, mais moi je trouvais pas ça déconnant de toucher une partie quand même, de valoriser d'une certaine manière leur expertise par de la recherche sur d'autres protocoles en parallèle. Mais bon. En tout cas voilà, tant mieux pour le réseau Ethereum, ça enlève vraiment pas mal de choses qu'on aurait pu dire sur Ethereum. Ensuite, c'est un peu la guerre au niveau des exchanges centralisés. Alors il faut savoir quand un nouveau projet veut lister un token sur une grosse plateforme telle que Binance, Coinbase ou autre, c'est pas si simple que ça. Souvent, les projets demandent de déposer une quantité de tokens assez importante et surtout de donner en fait, il y a des frais au listing en fait. Et ces frais au listing, ça peut être 500 000 $, ça peut être plusieurs millions de dollars. Dernièrement, notamment sur Binance, ils forcent un peu les projets à donner une très grande quantité de tokens pour le launch pool. Donc c'est pas Binance qui prend directement l'argent, mais il y a une quantité de tokens. Sur Scroll par exemple, il y avait 4 ou 5% de tokens qui ont été donnés pour le launch pool, toutes les personnes qui vont venir déposer pendant quelques jours. Et du coup ça a été pas mal critiqué. Et en fait, on a le président de Coinbase qui a dit bah sur Coinbase c'est complètement gratuit, on peut lister les tokens sans problème sur Coinbase. Regardez, il a dit asset listing sur Coinbase c'est gratuit, il suffit de nous envoyer un message et on va lister les tokens. Et là on a Justin Sun, donc le fondateur de Tron, qui a dit eh ben c'est pas du tout ce qu'on constate, Binance nous a pris 0 alors que Coinbase nous a demandé 80 millions de dollars en token TRX et nous a demandé à ce qu'on dépose 250 millions de dollars en BTC chez eux, chez Coinbase Custody. Et il y a eu André Cronjeux qui travaille beaucoup avec la fondation Phantom, qui a créé Solidly, qui a créé Yarn Finance, qui a dit que bah pareil, Binance c'était gratuit pour lister les tokens chez eux, alors que Coinbase nous ont demandé 300 millions de dollars, 50 millions de dollars, 30 millions de dollars, 60 millions de dollars selon les divers offres qu'ils ont pu recevoir. Donc il dit c'est faux ce que dit Brian Armstrong, le président de Coinbase. Alors j'ai vu d'autres tweets, peut-être qu'il y a eu confusion entre le listing sur Coinbase et l'ajout sur la plateforme Earn avec les divers quêtes que vous pouvez voir sur Coinbase pour faire de la promotion à la plateforme. Mais en tout cas, voilà, quand même, je pense pas que Justin Sun et André Cronjeux, les deux, mentent publiquement sur ce sujet. Mais voilà, Coinbase devrait donner des explications à mon avis. De toute façon, la plupart, en fait, demandent d'une certaine manière de l'argent. J'avais vu des choses autour de Binance qui pouvaient demander en fait comme une garantie. Tant que le token était listé, il fallait mettre une garantie de X millions de dollars. Et une fois que le token est délisté, la garantie est rendue par exemple. Il y a un certain nombre de choses où ça peut être de l'argent qui est versé à Coinbase, à l'exchange plutôt, mais qui est rendu. C'est juste pour voir la crédibilité, la solidité financière du projet où ils peuvent demander ce type de choses. Ensuite, on a encore un meme coin dont on entend parler. Cette fois, le meme coin s'appelle Peanut. Et encore en lien avec Elon Musk. Alors c'est quoi cette histoire? Ça a commencé à regarder avec ce compte Instagram, Peanut the Squirrel. C'est le propriétaire de cet écureuil à New York qui dit que
il y a eu des autorités qui sont venues chez lui, qui lui ont confisqué qui lui ont pris son écureuil. Et qui l'ont même euthanasié parce qu'il y avait des risques de rage ou je ne sais quoi, et du coup ils sont allés chez lui, ils lui ont pris son écureuil, et ça a fait polémique. Les gens ont dit regardez comment le gouvernement fait de l'ingérence chez les gens, la manière dont ils gèrent leurs animaux de compagnie, c'est complètement n'importe quoi, etc. Et c'est un discours que Elon Musk aime bien, donc il a repris cette histoire d'écureuil. Voilà, il a dit vote for peanut, vote for liberty, vote for freedom, donc pour la liberté, pour l'écureuil peanut, etc. Et bien sûr, vous connaissez les gens dans la crypto, on voit le nom d'un écureuil comme ça, on voit il a un petit nom très sympa, qu'est-ce qu'on fait? On lance un memcoin, le memcoin a été lancé, il y a eu un pump complètement incroyable, on a dépassé les 100 millions de dollars alors que ça valait pas grand chose, ça valait quelques millions de dollars, ça a complètement pumpé, et c'est aussitôt redescendu. Là, ça fait quelques heures que ça redescend, on est à 40 millions, 30 millions de dollars, 35 millions de dollars pour être précis. Boosté pas mal quand même par Elon Musk et ses divers tweets qui ont fait connaître le token. Voilà, encore une fois, l'impact d'Elon Musk sur les memcoins. Là, c'est encore sur Solana, hein. Les memcoins, de toute façon, le plus gros du trading est sur Solana. Il y a d'autres choses où il y a des memcoins aussi sur Ordinal, sur Rune, il y a des choses sur Ethereum, il y a des choses aussi, mais vraiment sur Solana c'est la folie en ce moment, ça continue depuis maintenant plusieurs mois, et l'action c'est jusqu'où ça va aller. Moi je pense qu'il y a vraiment une demande, et je pense que ça va rester encore très longtemps avec ces mêmes coins. Après, bien sûr, il n'y en aura pas des centaines qui vont valoir des milliards de dollars, en tout cas pas à court terme, mais il y en aura beaucoup qui vont faire de 0 à 100 millions, de 0 à 200 millions, de 0 à 300 millions. Et voilà, tant qu'il y a des tokens qui font des multiplicateurs comme ça, il y aura des utilisateurs qui vont aller chercher des multiplicateurs aussi élevés. Mais soyez vigilants sur ce type de choses. Pour moi, ça a du sens, mais sur une part très petite du portefeuille. Par exemple, on peut dire, je sais pas, 5% du portefeuille ou un pourcentage très faible où vous pouvez jouer avec des memcoins, mais attention à que ça dépasse pas ce pourcentage et que vous n'ayez pas envie de jouer avec plus pour gagner encore plus, parce que vous risquez vraiment comme au casino d'y aller et de tout perdre. Donc soyez vraiment très vigilants. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui sur les diverses actualités. J'espère que le contenu vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner, et je vous dis à demain pour la suite. Allez, au revoir, ciao ciao.